Bienvenue sur ma chaîne les amis. Pour ne rien manquer de mes prochains épisodes, vous pouvez me soutenir en vous abonnant et activant la cloche de notification. Je compte sur votre soutien et vous souhaite une excellente écoute. Faire une bédoie, c'est une malédiction prononcée par une personne victime d'injustice. Ayez peur de la bédoie de celui que vous avez blessé. Cet avertissement est sérieux. Quand la douleur et la trahison s'installent au plus profond de l'âme, la bédoie ne naît plus d'une colère passagère. Elle devient un appel aux forces invisibles, une invocation qui peut attirer le mal absolu et sceller un destin tragique. Jusqu'ici, je n'avais pas réellement compris le poids d'une telle invocation. Quand on est blessé, on pense que des excuses suffisent à apaiser la douleur, que le problème se règle facilement. Mais ce n'est jamais aussi simple. Quand l'injustice et la trahison s'installent, le cœur brisé cherche un équilibre ailleurs. Il faut ressentir ce qu'a éprouvé la personne blessée. On ne devrait jamais prendre à la légère le pouvoir d'une bédoie. Un jour peut arriver où l'on voudrait faire marche arrière, mais il pourrait être déjà trop tard. D'un cœur brisé peut jaillir une bédoie. Si elle ne tue pas, elle peut faire ramper. Je m'appelle Majid. Et je voudrais vous partager mon histoire. J'ai toujours vécu dans ma ville natale en périphérie. Le coin ressemblait presque à un village. Autrefois, il paraît que ça en était un avant de se rattacher à la ville avec le temps. À cette époque, j'avais tout juste 17 ans. Seul enfant de mes parents, je vivais encore avec eux. Mon enfance avait été simple, semblable à celle de la plupart des familles du quartier. La vie n'était pas facile. On se débattait avec les problèmes d'argent. Mon père travaillait dur, chaque jour, pour subvenir aux besoins et pour nous rendre heureux. Ma mère, elle, n'était pas une femme dépensière. Et moi, quand j'en avais l'occasion, je travaillais en dehors de mes études, parfois même en cachette, pour ne pas avoir à demander de l'argent de poche à mon père. Il voulait me voir poursuivre mes études, rêvait pour moi d'un avenir meilleur. Je n'avais aucun doute sur l'amour qu'il me portait. Quant à ma mère, je savais qu'elle m'aimait aussi, mais c'était mon père qui savait le montrer le plus facilement. Un jour, quelque chose d'inhabituel se produisit. Notre vie fut bouleversée du jour au lendemain. Mon père eut un accident de voiture. Les séquelles de cet accident changèrent tout, même s'il n'avait rien de grave extérieurement. Sa mémoire, elle, commença à s'effacer. De temps en temps, il oubliait certaines choses. Puis, pendant des périodes entières, il ne se souvenait plus de personne ni de rien. La vie de mon père était brisée. Il ne sortait presque plus. Et quand il le faisait, il n'était plus vraiment lui-même. S'il était sorti seul, il aurait pu lui arriver quelque chose de grave. On ne pouvait donc plus le laisser sans surveillance. Et son état ne lui permettait plus de travailler. Nos économies fondaient jour après jour. Ma mère refusait que j'abandonne mes études. Elle me répétait que c'était à elle de travailler pour subvenir aux besoins de la famille. J'étais en dernière année de lycée, et elle voulait à tout prix que je termine. On en avait discuté longuement, et j'avais fini par accepter de continuer. Le lendemain, ma mère partit tôt chercher du travail, et moi je devais aller au lycée. Mon père resta seul une fois de plus. Chaque jour, quand ma mère entrait, son visage trahissait la fatigue et la déception. Les emplois qu'elle trouvait proposaient de maigres salaires, ou alors c'étaient des tâches trop dures pour elle. Mais un jour, à un moment où je ne m'y attendais pas, elle entra à la maison avec un air différent. « J'ai trouvé un travail », dit-elle. « Un travail qui va convenir à tout le monde. » Je lui demandai « Quel travail, maman ?» Elle répondit « Je vais aller les soirs dans un restaurant pour faire la plonge. Le salaire est bon. Je veillerai sur ton père la journée. Et toi, tu pourras te concentrer sur tes études. » Je lui dis « Maman, c'est pas un bon travail. Pourquoi t'essayes pas d'en trouver un autre ?» Elle soupira. « Y a pas d'autre travail, mon fils. Tu vois bien que je cherche depuis des jours. Y a rien d'autre à faire. Ce travail est parfait pour nous tous. » Je baissai la tête. « D'accord, maman. Comme tu veux. On fera comme tu penses être le mieux, maman. » 2 jours plus tard, ma mère commença à travailler. Elle sortait de la maison vers 20h et ne rentrait qu'aux alentours de 3h du matin. À son retour, elle filait directement à la salle de bain
prenait une douche et changeait de vêtements. Sans doute parce qu'elle se salissait en faisant la vaisselle au restaurant. Mais quelque temps plus tard, j'appris quelque chose qui me blessa profondément. Ma mère ne travaillait pas dans un restaurant. Elle travaillait dans un bar et s'asseyait à la table des clients. Le jour où je découvris la vérité, je rentrais chez moi fou de rage. Je la confrontai et lui demandai des comptes. Elle me répondit sans s'excuser, ni même montrer la moindre honte. J'avais pas le choix, il y avait rien d'autre à faire. Pendant qu'on se disputait, on ne savait pas que mon père nous écoutait. De toute façon, il oubliait tout. Alors on ne pensait pas que notre dispute allait l'affecter. Mais ce fut le cas. J'avais supplié ma mère plusieurs fois de quitter ce travail. Mais elle refusait toujours. Je n'en pouvais plus. Alors j'avais décidé de quitter le quartier. Comme je vous l'avais dit au début de mon histoire, le quartier où on habitait se trouvait en périphérie. Il ressemblait à un village. Les habitants se connaissaient presque tous. Et chacun savait tout ce qui se passait chez les autres. Les commérages circulaient vite, trop vite. Et les histoires sans queue ni tête aussi. Tout cela me détruisait. Un matin, je pris quelques affaires et quittai la maison pour aller au centre-ville sans prévenir. Là-bas, j'avais trouvé du travail presque aussitôt et on m'avait proposé un hébergement. J'avais pu mettre un peu d'argent de côté, mais j'avais arrêté le lycée. Ce n'était pas ma mère qui me manquait le plus, c'était mon père. Je me demandais souvent quelle vie il menait, dans quel état il était. Un jour, je retournais chez moi. Tout avait changé. Rien ne semblait être comme avant. Quand ma mère me vit, elle était vraiment contente. Elle courut vers moi et m'enlaça autour du cou. Après qu'on se soit raconté nos nouvelles, je lui demandai où était mon père. Il est allongé dans sa chambre, me répondit-elle. Quand je me rendis dans la chambre, je fus saisi par une odeur insupportable. « Maman, pourquoi ça sent si mauvais ici ?» demandai-je. « C'est parce qu'il a dû encore se faire dessus. » répondit-elle. Je restai figé. « Qu'est-ce qui lui est arrivé, maman ?» Elle soupira et me regarda. « Ton père veut tout faire par lui-même. Depuis que t'es parti, beaucoup de choses ont changé. Je t'expliquerai après. » J'ouvris toutes les fenêtres de la chambre. Mon père était allongé, immobile sur son lit. Seuls ses yeux étaient ouverts. Quand il me vit, je distinguai dans son regard de la joie et de l'émotion. « Papa, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi t'es comme ça, papa ?» Il n'arrivait pas à parler. Seules des larmes coulaient de ses yeux. Il avait énormément maigri. Son visage était creusé et il paraissait si faible. Une tristesse profonde me gagna. Je m'en voulais de ne pas avoir été là pour lui. Mais ça ne servait à rien. Il était trop tard. Depuis ce jour-là, c'était moi qui prenais soin de mon père. Ma mère, elle, avait enfin un peu plus de facilité. Je faisais le ménage dans la chambre. Je lui préparais à manger. Je l'aidais à boire. Un soir, je demandai à ma mère, « Maman, qu'est-ce qui est arrivé à papa ?» Elle me répondit, « Quand t'es parti, ton père a eu un autre accident. Il est resté paralysé. Je devais m'occuper de lui. Et je pouvais même plus aller correctement au travail. » Je sentais que ma mère voulait me dire autre chose. Elle me regardait souvent droit dans les yeux, comme pour savoir si j'allais lui pardonner. Mais je gardais mes distances. Je lui en voulais encore. Et j'étais trop préoccupé par l'état de mon père. Quelques jours après mon retour, ma mère ressortit un soir. Je ne lui avais même pas demandé où elle allait. Quand elle quitta la maison, je passai un moment dans la chambre de mon père. Je lui parlais doucement. Je savais qu'il m'entendait, qu'il me comprenait, même s'il ne pouvait pas me répondre. Pendant que je lui parlais, j'entendis des bruits étranges dans la maison. Je me levai et allai au salon pour vérifier. Rien. Je retournai dans la chambre, repris la conversation avec mon père. Et là, un bruit étrange se fit entendre. Je ne saurais le décrire. C'était à la fois comme un tapotement sur la porte et comme des pas légers. Je me retournai vers mon père. Il fixait le plafond, les yeux grands ouverts rivés sur un point précis. Je me levai encore, fis le tour de la maison, regardai dans le salon, les autres chambres, tout semblait normal. Puis on frappa à la porte d'entrée. J'ouvris. Personne. Quelqu'un devait se moquer de moi. Je refermai la porte et allai vers la chambre de mon père. Soudain,
La porte se ferma d'un claquement violent. Je pensais d'abord que c'était le vent. J'ai essayé d'ouvrir, mais la poignée restait bloquée, comme si la porte était verrouillée de l'intérieur. C'est alors que j'entendis des bruits de pas venant de la chambre. Mon sang se glaça. Ce n'était pas mon père. Il ne pouvait pas bouger. Il y avait quelqu'un d'autre dans la pièce. Ne sachant quoi faire, je parlais à travers la porte pour le rassurer. « Ne t'en fais pas, papa. Je suis derrière la porte. » Les bruits de pas s'accéléraient. La chambre n'était pas grande. On aurait dit que quelqu'un tournait en rond de plus en plus vite. Finalement, avec beaucoup de difficultés, j'arrivai à ouvrir la porte. À l'intérieur, la couverture de mon père avait été arrachée et jetée au sol. Plusieurs affaires avaient changé de place. Je ramassai la couverture, la remis sur lui, et rangeai aussitôt ce qui avait été déplacé. Je jetai un œil par la fenêtre. Il n'y avait personne dehors. La fenêtre était bien fermée, et dans la chambre, il n'y avait que moi et mon père. C'était très étrange. Il se passait quelque chose ici dont je n'arrivais pas à saisir le sens. Ce jour-là, ma mère rentra tard. Quand elle arriva, je n'avais toujours pas dormi. J'étais assis sur le fauteuil du salon, attendant qu'elle vienne. « Tu dors toujours pas, mon fils ?» me demanda-t-elle en entrant. « J'arrive pas à dormir, je m'inquiète beaucoup pour papa. » Lui répondis-je. Elle ne me répondit pas. Elle prit sa douche et alla se coucher dans sa chambre. Mon père, lui, dormait dans ma chambre. Mes parents avaient chacun leur chambre. Je restais assis à réfléchir à tous ces événements, incapable de fermer les yeux. Je mis mes mains derrière ma tête et regardai le plafond, plongé dans mes pensées. À un moment, je fermai les yeux et repensai au bon vieux jour à l'époque où mon père n'avait pas ses problèmes de santé. Je sentis mes larmes couler sur mes joues. Voir la personne que j'aimais le plus au monde dans un tel état me brisait le cœur. Soudain, la porte du salon s'ouvrit, puis se referma. Je gardai les yeux fermés. C'était sûrement ma mère sortie de sa chambre. Je l'entendais marcher dans la maison. Ses pas résonnaient doucement sur le sol. Puis elle vint se placer juste en face de moi. Je sentais sa présence, comme si elle me fixait. Sans ouvrir les yeux, je lui demandai « Qu'est-ce que tu veux ?» Aucune réponse. J'ouvris les yeux, pensant qu'elle avait peut-être besoin de quelque chose. Mais il n'y avait personne devant moi, ni dans le salon. Pourtant, quelques secondes plus tôt, j'avais senti cette présence clairement. Je balayai la pièce du regard, vide. Je m'allongeai un peu plus sur le fauteuil, posai mes jambes sur le pouf, les mains derrière la tête et fermai de nouveau les yeux. À peine quelques secondes plus tard, je sentis quelqu'un passer rapidement devant moi tout près, en me murmurant quelque chose à l'oreille. J'ouvris aussitôt les yeux. Personne. Je me levai pour aller boire un verre d'eau à la cuisine. Alors que je buvais, mon regard fut attiré par mon reflet dans la fenêtre. Je n'étais pas seul. Derrière moi, juste devant la porte de la cuisine, se tenait une silhouette. Elle n'était pas ma mère. Cette chose avait une taille démesurée, le dos voûté et de longs cheveux noirs qui lui recouvraient entièrement le visage. Je détournai le regard de la fenêtre. Après avoir fini de boire, je dis Alhamdulillah pour rendre louange à Dieu, puis réciter l'invocation du refuge. Quand je regardais à nouveau mon reflet, la silhouette avait disparu. Je me retournai vers la porte. Personne. Au moment où je voulus poser mon verre sur la table, j'aperçus en un éclair une silhouette juste devant moi. Elle disparut en une fraction de seconde. Le verre m'échappa des mains et tomba au sol. Punaise, me dis-je, il ne manquait plus que ça. J'allais chercher la pelle et le balai. Mais, à mon retour dans la cuisine, je restais figé. Le verre était sur la table, intact. Il n'y avait aucun morceau au sol. Je déposai le balai et la pelle dans un coin, pris le verre pour le vérifier. Il était bel et bien en bon état. Je me dis que j'étais peut-être en train de perdre la tête. Je rangeai le tout, fermai la lumière et la porte de la cuisine. De retour au salon, le sommeil m'avait fui. J'allumai la télé, zappai lentement les chaînes sans vraiment savoir quoi regarder. Je tombais sur un vieux dessin animé où des loups hurlaient en voyant une jolie chanteuse. J'ai toujours aimé les dessins animés depuis mon enfance, et même aujourd'hui malgré mon âge. Après un moment, je finis par m'endormir sur le canapé.
Je ne sais pas combien de temps je dormis, mais en ouvrant les yeux, le dessin animé tournait toujours. Mon corps était tout courbaturé. J'éteignis la télé, la lumière, puis m'allongeai sur la banquette. À peine avais-je fermé les yeux que j'entendis de nouveau la télé s'allumer. Les loups hurlaient encore, la chanteuse continuait à chanter. À moitié endormi, je pris la télécommande et éteignis l'écran une seconde fois. Je la posai sur la table basse et fermai les yeux. Mais, au moment où j'allais sombrer dans le sommeil, la télé se ralluma encore. Cette fois, ce n'était plus le dessin animé. Ce qui en sortait, c'étaient des bruits étranges, effrayants, des voix rauques, un langage incompréhensible, mêlé à des tintements de cloches et de murmures. Je me redressai brusquement, furieux, prêt à éteindre la télé, mais je restais figé. Les bruits ne venaient pas de la télé. Je me tenais debout dans l'obscurité. Les sons continuaient, tournant autour de moi sans que je puisse en saisir le sens. Je murmurais intérieurement. Mon Dieu, fais que ça ne soit qu'un cauchemar. Je me rallongeai sur la banquette et commençai à réciter quelques prières. Peu à peu, les bruits diminuèrent puis disparurent entièrement. Au matin, je me levai. Ma mère ne s'était pas encore réveillée. J'allai dans la chambre de mon père et ouvris doucement la porte. Lui non plus ne s'était pas encore levé. Je refermai sans bruit. À la cuisine, j'ouvris le frigo pour vérifier. Il n'y avait presque rien à manger. Je sortis donc faire quelques courses à la petite épicerie du quartier. Après avoir acheté de quoi préparer le petit déjeuner, je marchai vers la maison, quand je croisai un vieil ami de mon père. Lorsqu'il me vit, il s'écria « Oh Majid, quand est-ce que t'es revenu, mon neveu ?» Il me prit dans ses bras et ajouta « Tu sais que tu nous as manqué ?» C'était l'oncle Reda. Je l'avais toujours beaucoup aimé, parce qu'il s'était toujours bien entendu avec mon père. On parla longuement. Il insista pour que je reprenne mes études, que je travaille dur, que je devienne quelqu'un, un homme d'affaires peut-être. Il me disait que je devais rester ici, que j'avais un avenir, mais moi j'avais dû quitter la maison, et il le savait. Avant qu'on se quitte, il me demanda « Et ta mère, comment elle va ?» Je lui répondis que tout allait bien, qu'il n'y avait aucun problème à la maison. Alors il fronça les sourcils et dit « Est-ce que son problème persiste ?» Je restais un peu perdu. Comme je ne savais pas de quel problème il parlait, je répondis simplement « Oui, tout va bien, ne t'inquiète pas. » Sur le chemin du retour, je ne cessais d'y penser. En rentrant, je déposai les courses dans la cuisine. Ma mère s'y trouvait déjà. Je lui dis « J'ai acheté de quoi faire le petit déjeuner, maman. » Pendant qu'elle préparait, je m'approchai d'elle. « Maman, est-ce que tout va bien pour toi ?» Elle se retourna un peu surprise. « Oui, mon fils. Pourquoi cette question ? T'es sûr que t'as pas de problème, maman ? D'où te vient cette idée, mon fils ? J'ai croisé oncle Reda dans la rue. Il a pris de vos nouvelles à toi et à papa. Il m'a demandé si ton problème persistait. Alors j'aimerais savoir. T'es malade, maman ? T'as un problème ? Ma mère se tut, puis elle prit une profonde respiration. Je compris aussitôt qu'elle me cachait quelque chose. Je m'approchai, posai ma main sur son épaule et lui dis doucement « Maman, s'il te plaît, si t'as un problème, partage-le avec moi. » Elle finit par répondre d'une voix fatiguée. « Je sais pas. Je me sens mal depuis que ton père est dans cet état. Chaque nuit, je fais des cauchemars. Et je n'arrive pas à dormir jusqu'au matin. C'est comme si on me frappait pendant mon sommeil. Et quand je me réveille, je sens la présence de quelqu'un dans ma chambre. Et par moments, j'aperçois la silhouette de quelqu'un habillé tout en noir. » Je regardais ma mère surpris. « Maman, j'ai vécu quelque chose d'étrange moi aussi cette nuit. Depuis combien de temps ça t'arrive ? » « Depuis que la santé de ton père a commencé à se dégrader. Ça doit faire 1 mois maintenant. Je fais des cauchemars horribles. Parfois, j'arrive même pas à en sortir. Comme si j'étais paralysé. Et souvent, j'entends la voix de ton père. Il me menace. Il me dit que je vais brûler en enfer. Que c'est à cause de moi s'il est dans cet état. J'ai peur, mon fils. Je sais plus quoi faire. Depuis que t'as quitté la maison, tout est devenu difficile. » Je posai ma main sur la sienne. « Ne t'inquiète plus, maman, je suis là maintenant. Mais s'il te plaît, trouve un autre travail. Il y a beaucoup de gens qui parlent mal de toi dans le quartier. Et moi, j'arrive plus à supporter ça. » Elle hocha la tête, les yeux baissés. « D'accord, mon fils. Je te promets d'arrêter ce travail bientôt. » Quelques jours passèrent après cet événement. Un soir,
Ma mère sortit de la maison pour aller à son travail. Je restais seul et sortis prendre l'air dans le jardin. Un ami du quartier, en me voyant, s'approcha avec un grand sourire. « T'étais là, mon pote? Je te cherchais depuis un bail. On parlait de toi avec le groupe le week-end dernier. Tu nous as manqué. Où t'étais passé ?» Je répondis calmement. « Je travaillais. La situation de mon père s'est empirée. Maintenant c'est pire. J'essaie juste de réfléchir à ce que je dois faire. » Il prit un air compatissant. « J'en ai entendu parler. Qu'Allah vous vienne en aide. Inch'Allah, ça s'arrangera pour vous. » Il resta silencieux quelques secondes, puis ajouta. « Je crois que vous avez de la visite. » Je fronçai les sourcils. « J'ai pas compris. Pourquoi tu demandes ça ?» Je me demandais juste qui était la femme à la fenêtre. Je me retournai. Derrière moi, à l'intérieur, quelqu'un se trouvait effectivement près de la fenêtre. Une femme. Celle que j'avais déjà aperçue dans la cuisine cette fameuse nuit. Elle restait immobile, à moitié cachée par la pénombre. En la voyant, mon corps se figea. Je ne trouvais plus les mots. Mon ami, lui, regarda la scène avec un air troublé. Puis, dit d'une voix hésitante. « J'ai un truc à faire, je dois y aller. On se retrouve au même endroit que d'habitude ce soir. Viens si tu veux, ça te fera du bien. » Je hochai simplement la tête sans détacher mon regard de la fenêtre. Il s'éloigna pendant que la silhouette, elle, restait là à m'observer. Puis, lentement, elle recula dans l'ombre et disparut. Je pris une grande inspiration. Mes jambes tremblaient. En m'approchant de la maison, je remarquai que la porte d'entrée était entr'ouverte. Bismillahirrahmanirrahim. Je murmurai la formule sacrée avant d'entrer. À l'intérieur, tout semblait calme. Je vérifiai chaque pièce. Rien d'anormal. Dans sa chambre, mon père était allongé sur le lit, les yeux ouverts, immobile. Je restai un moment à ses côtés, lui caressai les cheveux, puis déposai un baiser sur son front. Je sortis ensuite jusqu'au jardin. Le ciel s'assombrissait doucement. Quand l'appel à la prière retentit, une idée s'imposa à moi. Je devais aller à la mosquée. Quelqu'un là-bas pourrait peut-être m'aider à comprendre ce qui se passait. Je pris la route sans attendre. En chemin, je croisai oncle Khalil, l'imam de la mosquée. Je le saluai. Dès qu'il vit mon visage, il comprit que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce que t'as, Majid? Pourquoi t'as l'air si inquiet ?» Je respirai profondément, puis lui racontai tout ce que j'avais vécu. Il m'écouta attentivement, puis resta silencieux un moment avant de me demander « Est-ce que de la sorcellerie a déjà été faite chez vous, ou un rituel étrange pratiqué dans la maison ?» Je lui répondis « Ni l'un ni l'autre. Ma mère n'est pas ce genre de personne. » Oncle Khalil insista doucement. « Parle-lui quand même. Si c'est bien le cas, il faudra trouver une solution rapidement. Parce qu'une telle chose pourrait causer beaucoup de tort à ta famille. » Je le remerciai et le quittai. En rentrant chez moi, le ciel s'était déjà assombri. Il n'y avait plus personne dans la rue. Au coin, je vis un vieil homme debout, dos tourné. J'essayais de le reconnaître, mais je ne distinguais pas son visage. Arrivé à sa hauteur, je le saluai, mais il ne répondit pas. Je pensais qu'il ne voulait pas être dérangé. Peut-être un visiteur de passage. Je ralentis le pas pour le laisser me dépasser sans le bousculer. Mais à ce moment-là, il fit de même et se tourna vers moi. Nos regards se croisèrent. C'était la première fois que je le voyais. Il s'arrêta net, me fixa quelques secondes, puis dit d'une voix grave. « Votre fin est proche. Cette bédoua va vous détruire. » Puis, il me tourna le dos et se mit à courir. Un vent froid me traversa le dos. Je restai figé, surpris de voir un vieil homme courir aussi vite. Lorsqu'il disparut au détour de la rue, je regardai autour de moi. Il n'y avait plus personne. Alors que je repensais à ces mots, j'entendis soudain quelqu'un courir derrière moi. Je me retournai brusquement, et je vis la femme que j'avais aperçue chez moi. Elle se tenait immobile, à quelques mètres de moi, me fixant sans bouger. Je me remis à marcher d'un pas rapide, le cœur battant. Mais à chaque fois que j'accélérais, j'entendais derrière moi ses pas suivre le même rythme. Je priais intérieurement, demandant à Allah de me protéger. Enfin, j'arrivai devant la maison. J'ouvris la porte, entrai rapidement et la refermai à clé sans me retourner. Essoufflé, je m'adossai à la porte pour reprendre mon souffle. Tout semblait redevenu silencieux. Je jetai un coup d'œil par la fenêtre. Le quartier paraissait calme. Je passai ensuite à la salle de bain pour me rafraîchir, puis à la cuisine pour préparer à manger à mon père. Pendant que je cuisinais, je grignotais un peu. Une fois le repas prêt,
Je pris le plateau et me rendis dans sa chambre. Quand j'ouvris la porte, je restai figé. Mon père n'était pas dans son lit. Je posai le plateau sur la table basse et l'appelai plusieurs fois sans réponse. Je vérifiai la chambre de ma mère, puis la salle de bain, mais il n'était nulle part. Je revins dans sa chambre et le vis allongé comme si de rien n'était. Mon cœur se serra. Avais-je perdu la tête? J'étais pourtant sûr qu'il n'était pas là quelques instants plus tôt. Je m'approchai de lui pris le bras doucement. Ses yeux étaient ouverts, fixés sur moi. « Papa, je sais pas ce que tu ressens ni ce que tu vis, mais moi je me sens pas bien. Il se passe des choses étranges dans cette maison. J'aurais tant voulu que tu puisses me parler, m'aider à comprendre. » Je savais qu'il ne pouvait pas répondre, mais j'avais besoin de lui parler. Après lui avoir fait manger son repas, je sortis de la chambre et retournai à la cuisine pour déposer le plateau. Soudain, la porte d'entrée s'ouvrit. Pourtant, il était encore trop tôt pour que ma mère soit rentrée du travail. Je la vis passer rapidement devant la cuisine et se diriger vers sa chambre. Je ne distinguais son visage qu'un instant. Elle semblait énervée et sa démarche n'avait rien de naturel. Je me dis que je comprendrai plus tard et m'assis dans le salon pour me reposer. Quelques minutes plus tard, des bruits sourds retentirent. Des objets se brisaient dans sa chambre. Je courus jusqu'à la porte, frappai plusieurs fois puis entrai. Ma mère était en train de tout casser, le visage déformé par la colère. « Calme-toi, maman, qu'est-ce que tu fais ?» Elle ne répondit pas et continuait à briser tout ce qu'elle trouvait. J'essayais de la raisonner. « Écoute-moi, maman, j'ai été voir l'imam. Je lui ai raconté tout ce qui nous arrive à tous les deux. » À ce moment-là, mon téléphone sonna. Je le sortis de ma poche. C'était ma mère qui m'appelait. Je décrochai. « Allô ? Qu'est-ce que tu fais, mon fils ? Est-ce que tout va bien ?» Je restais pétrifié. Devant moi, la mère qui se tenait là me fixait d'un regard noir. Et je compris que ce n'était pas elle. Un grésillement insupportable s'échappa du téléphone, tandis que la voix de ma mère devenait rauque, déformée, presque démoniaque. Je lâchai le téléphone qui tomba au sol. L'entité s'approcha lentement de moi, si près que je sentais son souffle sur ma peau. Elle chuchota à mon oreille. « Cette bédoie va vous détruire. » C'était la deuxième fois que j'entendais cette phrase ce jour-là. Mais qui avait prononcé cette bédoie? Et pourquoi? Je restais debout, paralysé. Le silence tomba, lourd et total. Quand j'ouvris de nouveau les yeux, j'étais allongé sur la banquette du salon. Je venais de me réveiller. Je me redressai et me levai aussi vite que possible, le cœur battant. Je regardais autour de moi. Le salon semblait calme, immobile. Sans perdre une seconde, je me dirigeai vers la chambre de ma mère, mais elle était vide. Je courus ensuite à la chambre de mon père. Lui aussi avait disparu. La maison était silencieuse. J'étais seul. Je retournai au salon, pris mon téléphone pour appeler ma mère, mais il ne fonctionnait pas. Je me dirigeai vers la porte de la maison pour sortir. J'ouvris la porte et restai sur place. Le jardin était rempli de formes humanoïdes, mais manifestement non humaines. Ces choses étaient effrayantes, immobiles, et toutes les paires d'yeux rouges brillaient dans cette nuit obscure fixant la maison. Je refermai la porte aussitôt sans aucune idée de ce que je devais faire. Je décidai de passer par la fenêtre de la chambre de mon père pour sortir du jardin. Mais en arrivant, je vis ces choses presque collées à la fenêtre, me souriant avec leurs dents pointues. Soudain, un hurlement vint de l'intérieur de la maison. Mes poils se hérissèrent, mes oreilles bourdonnaient. J'étais pris dans un cauchemar dont je ne pouvais pas sortir. Puis, je fus pris d'un vertige, incapable de garder l'équilibre. Des bruits et des voix sortaient littéralement des murs. Je sentais les vibrations jusqu'au bout de mes cheveux. Puis, le silence, suivi d'un cri. C'était celui de ma mère. « Aide-moi, s'il te plaît !» suppliait-elle. Je courus jusqu'à sa chambre. Elle était vide d'objets. Mes 4 silhouettes voilées se tenaient au coin de la pièce. Au centre, une brèche au sol laissait jaillir une fumée lumineuse. Ma mère était au bord de la brèche, les mains et les pieds bandés. Je me précipitai vers elle pour la libérer, mais des mains m'agrippèrent par le dos et me projetèrent hors de la chambre. La porte se referma avec un claquement fort. Seul dans le couloir, j'essayai d'ouvrir la porte avec toutes mes forces, frappant de mes épaules. Mais en vain, j'entendais les cris de souffrance de ma mère. Les fenêtres de la maison se brisèrent, et les choses du jardin entrèrent dans la maison. Je courus à la cuisine, et me jetai dehors par la fenêtre brisée.
Je courais aussi vite que je le pouvais vers la mosquée, mais c'était comme si je faisais du surplace. J'étais épuisé, le chemin semblait s'allonger, puis je sentis une main chaude sur mon visage, comme si je sortais d'un rêve. Quand j'ouvris les yeux, j'étais sur la banquette en sueur. Ma mère était à mon chevet en pleurs. J'étais soulagé d'être sorti de ce cauchemar. Mais ce n'était ni le premier ni le dernier. Ne pas savoir quand il reviendrait me maintenait dans la peur. Je me redressai, puis me levai de la banquette et pris une profonde respiration. Ma mère continuait à pleurer. « Pourquoi tu pleures, maman ?» demandai-je. « Je sais ce que tu vis. » répondit-elle. « Je suis dans le même état que toi. Il faut qu'on trouve une solution à notre problème. » Maman, j'ai très peur. Je sais pas si je suis dans un rêve ou dans la réalité. Je sais pas si je te parle pour de vrai, ou si tout ça n'est qu'un cauchemar. La seule chose que je sais, c'est qu'il y a une malédiction sur nous. Il faut l'enlever dès maintenant, maman. On prit la route vers la mosquée. Mais une fois arrivé, on apprit malheureusement qu'oncle Khalil, l'imam, était décédé. La perte d'oncle Khalil me toucha profondément. Je me sentais si triste et impuissant. « Qu'est-ce qu'on va faire, maman ?» demandai-je. « Ne t'inquiète pas, » répondit-elle. « On trouvera quelqu'un pour nous aider. » Elle passa quelques coups de fil et réussit à obtenir l'adresse d'un maître exorciste. On prit la route jusqu'à chez lui. Arrivé devant la porte, on frappa. Une dame assez âgée nous ouvrit et demanda pourquoi on était venu. On expliqua qu'il fallait consulter le raqi en urgence. Elle nous regarda de haut en bas, puis nous laissa entrer. Le raqi vint nous accueillir devant l'entrée. Il devait avoir une 60aine d'années, cheveux et barbe blanc, de petite taille. Il nous demanda de le suivre, et on s'installa dans une chambre. Il nous regardait étrangement, comme s'il avait compris certaines choses en nous voyant. Avant que ma mère ne parle, il la regarda et dit « Mais qu'est-ce que t'as fait, ma fille ?»« Je n'ai rien fait, » répondit-elle. « Ça sert à rien, ne me mens pas, » répliqua-t-il. « Tu as fait une chose très mauvaise, et ce que tu vis est le prix de ce que tu as fait. Je n'ai pratiqué aucune sorcellerie. Je n'ai jamais eu aucun rapport de près ou de loin avec la sorcellerie. » dit ma mère. « Ce que tu as fait n'a pas de lien avec la sorcellerie. » Continua-t-il. « Tu as fait une très mauvaise chose à un homme, et maintenant, tu portes sur toi à la fois sa bédoie et sa malédiction. »« À qui ai-je fait du mal ?» demanda ma mère bouche bée. « À ton mari, » répondit-il. « Qu'est-ce qu'il dit, maman ? Qu'est-ce que t'as fait à papa ?» demandai-je. « Mets fin à tes mensonges, » dit-il à ma mère. « Tu as condamné ton mari à rester cloué au lit, et pendant qu'il était dans cet état, tu as été avec d'autres hommes. Ton mari et moi savons tout ce que tu as fait, grâce à ceux qui te tourmentent. Ton mari a prononcé une bédoie, et tu subiras jusqu'à la mort ses châtiments. » Ma mère se mit à pleurer. « Je vous en supplie, aidez-moi à sortir de cette malédiction. »« Malheureusement, il n'y a rien que je puisse faire pour toi, » répondit-il. « Et moi, pourquoi je vis la même chose que ma mère ?» demandai-je. « Tu n'as rien fait de mal, tu n'es coupable de rien. Les djinns se sont simplement attaqués à toi parce que tu vis dans cette maison. Le jour où tu la quitteras, tout rentrera dans l'ordre. Et mon père, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui ? Je ne peux rien faire, ni pour lui, ni pour ta mère. Éloigne-toi de cette maison et continue ta vie ailleurs. Sinon, les djinns qui y sont vont te briser ton avenir. » Ma mère se leva et s'agenouilla devant le raqi. « Je vous en supplie, je vous donnerai tout ce que vous voulez. Aidez-moi. » Le vieil homme réfléchit et dit « Va implorer le pardon de ton mari, qu'il te libère de sa rancune avant qu'il soit trop tard. Peut-être que si sa rancune s'efface, la malédiction qui te touche sera levée. Tout dépend de ton mari. » Je sentais que quelque chose clochait. Aujourd'hui, je ne suis toujours pas sûr de comprendre pourquoi le raqi se montrait prêt à aider alors que tout en lui laissait penser que toute tentative pour apaiser mon père serait vouée à l'échec. La seule chose certaine, il semblait en contact avec des entités que lui seul voyait. Le raqi se leva. « Toi, reste ici. » Il accompagna ma mère dehors. À son retour, il pratiqua sur moi un rituel de purification. Je me sentais apaisé. Puis il ajouta « N'oublie pas de te tenir loin de cette maison. Il ne se passera rien de bon si tu y retournes. » « Qu'est-ce qui va se passer ?» demandai-je.
Écoute mon fils, la personne sur le lit n'est plus ton père. Ton père n'est plus là. C'est un démon qui est allongé là. Avant de mourir, ton père était dans une telle rancune qu'il a prononcé une bédoie et s'est enfermé dans une haine envers ta mère. Efface ces questions de ta mémoire. Tu as fait ce qu'il fallait. Ne remets plus les pieds dans cette maison. J'ai fait tout ce que je pouvais, mais certaines choses échappent à tout contrôle. Je voudrais vous poser une question, dis-je au vieil homme. Je t'écoute, me répondit-il. J'ai vu plusieurs fois une femme aux cheveux noirs qui recouvrait son visage. Qui est-elle? Tout ce que je peux te dire, c'est qu'elle ne pouvait pas t'atteindre et ne me pose plus de questions. Je remerciai le raqi et quittai sa maison. Dehors, ma mère m'attendait. Elle me demanda ce qu'il avait dit, mais je ne lui répondis pas. En marchant, je la regardais de temps en temps pour voir les regrets dans ses yeux, mais il était trop tard. Quand on arriva devant la maison, ma mère me dit « Allez, entrons à l'intérieur. »« Tu peux rentrer, maman. J'ai des choses à faire dans le quartier. » Répondis-je. Ce jour-là, je quittai le quartier sans emporter aucune de mes affaires. Quelques jours plus tard, mon téléphone sonna. C'était un de mes amis du quartier. Sa voix était empreinte d'inquiétude. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demandai-je. « Il s'est passé une chose terrible. Ce matin, on s'est réveillé avec de la fumée dans tout le quartier. On a suivi son origine. Elle venait de ta maison. Il y avait un incendie. Et on n'a rien pu faire. Les flammes étaient trop grandes. On n'a retrouvé qu'un seul corps, celui de ta mère. On n'a trouvé aucune trace de ton père. Mes condoléances. » Après avoir entendu cela, je n'étais plus moi-même. Je réfléchissais à ce qu'avait fait ma mère à mon père, et à quel genre de bédoie mon père avait dû prononcer contre elle, ou ce qu'il avait fait d'autre. Chacun d'eux avait détruit la vie de l'autre. Je n'ai pas assisté au janaza, aux funérailles. Aujourd'hui, je me demande, suis-je chanceux, ou bien la personne la plus malchanceuse au monde? Certes, j'avais sauvé ma vie, mais je restais solitaire. La vie est parfois cruelle, et l'on doit payer pour les fautes des autres sans rien pouvoir y faire. Avais-je fait une erreur en laissant ma mère retourner seule à la maison? Je me dis que c'était mon destin, comme celui de chacun. Et voilà, c'est la fin de l'histoire, les amis. Merci de l'avoir écoutée, j'espère qu'elle vous a plu. Je voulais juste vous parler un peu de la fin avant de conclure. La fin peut sembler confuse, et le comportement du raqi peut prêter à débat. C'est une conclusion ouverte, à chacun de l'interpréter comme il le ressent. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas la bédoie du père qui a ouvert la porte aux entités maléfiques. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochains épisodes. Si cette vidéo vous a touché, vous pouvez laisser un like pour me soutenir et partager vos impressions en commentaire. Prenez soin de vous les amis, et à la prochaine.